Le marteau a fendu le métal dans un bruit sourd, faisant trembler le vieux plancher en bois. Des étincelles jaillirent, mais le métal refusait encore de coopérer. En sueur, il jura entre ses dents et essuya ses mains grasses sur son pantalon. L'endroit sentait l'huile brûlée, la rouille et le désespoir, comme tant d'expériences à moitié terminées. Éparpillé dans la pièce, le sous-sol était devenu un véritable dépotoir de ses échecs, son sol jonché d'armes abandonnées. Le dernier, un morceau de ferraille tordu, gisait parmi les autres, semblable à tous. Un trophée de ses erreurs. Il faisait trop chaud, mais sans climatisation dans le laboratoire de fortune, cela ne le dérangeait pas. Le monde extérieur, le vrai monde, où la junte militaire argentine s'occupait à terroriser les forces de guérilla, ne le concernait pas. Il était ici, il était en sécurité, dans sa forteresse de béton. Personne ne pouvait l'interrompre, sauf peut-être son propre esprit. Mais ça, c'était une autre histoire. Il était venu en Argentine dans les années qui ont suivi la défaite de l'Allemagne. Après que les Alliés l'eurent libéré, il s'était enfui, utilisant ses contacts pour se faufiler jusqu'en Argentine, où il y avait une place pour des gens comme lui. Le scientifique pensait avoir laissé le passé derrière lui, du moins, c'est ce qu'il se disait. Il avait juré que rien ne l'empêcherait de poursuivre ses travaux. Pas même le fait que le monde était déjà passé à autre chose, loin de sa vision tordue de l'avenir. Ses mains tremblaient en laissant tomber le marteau. Le vieux banc grinça sous le poids de sa frustration. Pendant des années, il avait tenté de forcer ce métal étranger à coopérer, pensant pouvoir le perfectionner, mais il restait instable et insoumis. Pas encore, il n'avait pas besoin de ça. La guerre était terminée, mais il n'avait toujours pas fini. La défaite de l'Allemagne était un échec, une erreur, et il était là pour la corriger, pour achever ce qui avait été commencé. Et quelle meilleure façon de le faire que de créer une arme qui ne manquerait jamais de munitions. Le fracas du marteau frappant le métal fut sa seule réponse, suivie d'une traînée d'étincelles, encore une tentative ratée. Ce n'était pas la percée dont il avait rêvé. Non, ce n'était qu'un autre tas de ferraille qui prendrait la poussière. Le pistolet mitrailleur, un MP5K PDW, refusait d'accepter le métal extraterrestre étrange, crachant des étincelles et des ratés. Mais alors, quelque chose attira son attention. Le métal s'est soudé. Il s'est finalement soudé. Il le sentait cette fois, une connexion. Il fit une pause, s'essuya le front et fixa l'arme. Qu'étaient ces choses blanches à la place des balles? Il cligna des yeux, fixant plus intensément. La chambre en était remplie. Elle ressemblait à des dents, irrégulières, pointues, un vrai désordre, mais des dents humaines. Il appuya sur la gâchette. Un gémissement résonna dans la pièce. Provenait-il de l'arme elle-même ou était-ce le métal? Peut-être était-ce juste le bruit de son cerveau qui craquait. Les dents ont tiré. Il fixa les dents de l'arme. Il marmonna, à peine capable d'y croire lui-même. C'était une mitraillette, pas un cabinet dentaire. Il fixa les projectiles étranges, sans savoir si c'était ce qu'il voulait. Ce n'était pas ce qu'il voulait. « Parfait !» murmura-t-il, le sarcasme évident dans sa voix. « Bien sûr, des dents, pourquoi pas ?» L'arme gémit de nouveau, comme si elle venait de se réveiller d'un long et mauvais rêve. Il appuya de nouveau sur la gâchette, encore des dents, il grimaça. Ce n'était pas l'arme ultime, pas ce qu'il avait imaginé, pendant qu'il était resté des années dans son sous-sol, trempé de sueur et de désespoir. Il fixa les dents un instant de trop, puis jeta l'arme de côté, comme un enfant mécontent jetant un jouet. Elle atterrit sur le tas grandissant d'échecs. Peu importe, ce n'était qu'une autre création imparfaite, une erreur de plus à ajouter à la pile. Mais c'est ainsi que fonctionne la science, non? Échouer, échouer encore, puis peut-être, juste peut-être, réussir un jour. En s'essuyant les mains et en se relevant, il trouva étrangement familière la façon dont l'arme avait gémi, presque comme si elle était vivante. Ou peut-être était-ce juste le stress qui le gagnait. De toute façon, il n'avait pas le temps d'y penser. Il avait besoin d'une pause. Le monde dehors brûlait. Mais pour l'instant, la seule chose qu'il devait réparer, c'était cette arme stupide. À ce moment-là, la maison trembla. Sous la force du premier choc, la porte à l'étage fut défoncée, le bois éclatant en morceaux déchiquetés. Les soldats envahirent le petit vestibule sombre comme un essaim de sauterelles. Ils arrivaient. Le scientifique n'en avait aucune idée. Bien sûr, il était trop plongé dans son exil volontaire pour se soucier de la guerre qui faisait rage dehors, mais ils arrivaient. L'armée argentine, sous la pression des guérillas qui affaiblissaient son contrôle, avait entendu parler d'un trafiquant d'armes. Et par chance, on les avait orientés vers son petit laboratoire au sous-sol. Un tuyau anonyme a suffi à mobiliser l'armée,
persuadés de prendre d'assaut la planque d'un petit trafiquant d'armes. Ils ignoraient qu'il était un scientifique nazi, toujours caché après une guerre terminée des décennies plus tôt. Ils ne savaient pas qu'ils allaient faire irruption chez un homme qui redéfinissait l'avenir des armes à croc. Le bruit des bottes résonnait sur le plancher à travers la maison. Les soldats se rapprochaient rapidement. Le scientifique n'avait pas réalisé l'intrusion au moment où il les a entendus. Il était déjà trop tard, une voix de soldat cria d'en haut. C'était étouffé, mais suffisant pour ramener le scientifique à la réalité. Il se précipita vers les tiroirs cachés, tentant frénétiquement de dissimuler sa dernière création, espérant qu'elle reste inaperçue. Ses mains étaient grasses, ses paumes moites à cause de l'adrénaline. Il avait consacré des jours, des semaines, voire des années à ce travail qui commençait enfin à prendre forme, même s'il ne comprenait pas comment. Mais les soldats ne se soucièrent pas de ses échecs, ils allaient les détruire. La porte du sous-sol s'ouvrit violemment dans un fracas. Le scientifique eut à peine le temps de saisir l'outil le plus proche, une clé à molette, qu'il se retrouva face au canon d'un fusil. Un soldat grisonnant se tenait là, encadré dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés, affichant la confiance que seul un homme armé pouvait avoir. Le soldat ne dit rien, il fit simplement signe au scientifique de reculer, agitant son fusil, comme si le scientifique était déjà un homme vaincu. Les militaires envahirent la pièce, 4, peut-être 5 soldats, chacun avec une arme prête à l'emploi. Ils commencèrent à fouiller la cave sans hésitation. Ils fouillèrent chaque étagère, jetant des livres de côté, renversant des fioles et d'autres équipements. Le scientifique avait tout préparé avec soin. Ce n'était pas par intérêt pour son travail, mais parce qu'ils avaient des ordres. Leurs yeux parcouraient la cave comme un charognard cherchant des os. Leurs fusils fendaient l'air à chaque mouvement. Les vieux meubles étaient renversés, le désordre jeté de côté, et parfois une pièce cassée d'une vieille arme. Le scientifique, en sueur et la gorge sèche, s'appuyait contre le mur. Il n'y avait aucune issue. Il regarda ses créations sur la table. Ce qu'il cherchait était simple, tout ce qui pouvait être utilisé contre eux, tout ce qui n'avait pas sa place dans une maison calme et isolée. Un soldat souleva une grenade rouillée de la table, l'examina, puis la jeta de côté, inutile. Un autre saisit un pistolet hors d'usage, le secoua, puis le jeta au loin, frustré. Ils ignorèrent les livres et cahiers, autrefois porteurs de son génie, désormais réduits à des déchets. Mais ensuite, un jeune soldat le trouva alors qu'il fouillait dans un coin, essayant de rester discret et d'occuper ses mains. C'était juste un gamin, les yeux écarquillés, ravi de participer à quelque chose de plus grand. En fouillant parmi les armes et engins abandonnés, il toucha quelque chose de froid et lisse. Un frisson lui parcourut l'échine. Il regarda autour, mais personne ne faisait attention. Alors, il le sortit. L'arme, le MP5K PDW. Ça ne ressemblait pas à grand-chose, du moins pas comparé aux autres armes à feu éparpillées autour. Elle était presque élégante, profilée d'une façon peu assortie au reste de l'équipement. Le soldat resta immobile, la fixant, incertain de ce qu'il tenait entre ses mains. Il ne savait pas comment l'interpréter. Était-ce une arme secrète nazie, une relique d'une époque révolue, comme son créateur? Peut-être, mais cela n'avait aucune importance. Il pouvait déjà entendre les conversations à la base. « Où as-tu trouvé ça? Combien ça a coûté ?» C'était une trouvaille rare, un souvenir de guerre, un morceau d'histoire. Il le glissa dans son sac, le cachant parmi les autres objets saisis. Personne n'avait besoin d'être au courant, il ne comprendrait pas, mais lui, oui. Le jeune soldat quitta la pièce, l'arme dissimulée sous son équipement, le visage rayonnant comme un enfant ayant volé un trésor dans le chaos de la guerre. Et tandis qu'il sortait du sous-sol, ses pensées allaient déjà plus loin, imaginant les histoires qu'il raconterait à propos de cette trouvaille particulière, mais il n'eut jamais l'occasion de les raconter. En regagnant le camp, les soldats furent pris en embuscade par des guérilleros. L'attaque fut soudaine, des tirs retentirent de partout, déchirant la jungle telle une tempête. Les arbres craquaient et se fendaient sous le poids des balles, et les cris de ses camarades remplissaient l'air. Le cœur du soldat battait fort, le chaos l'entraînant plus loin dans la mêlée. Il se précipita à couvert, se jetant derrière un tronc d'arbre épais, l'écorce éclatant sous la grêle de tir. Il chercha son arme, mais elle n'était pas là. Ses yeux scrutèrent les environs, les balles sifflant près de lui, jusqu'à ce qu'il l'aperçoive au sol, à l'endroit où il l'avait laissé tomber dans la précipitation. Puis il se rappela l'objet qu'il avait gardé. Il sortit l'étrange arme de son sac, son poids lui paraissant étrange dans les mains. Ce n'était pas une arme comme celle qu'il connaissait, mais sa curiosité augmentait en la regardant. Elle semblait vibrer, presque vivante. « Couvre-moi »
Son camarade cria derrière un arbre, tirant sur un ennemi invisible avec son fusil. Le soldat acquiesça, l'adrénaline le poussant en avant, le cœur battant à tout rompre. Il appuya le canon du MP5K contre le tronc, visant les combattants ennemis dispersés dans les broussailles devant lui. Le bruit de la jungle était assourdissant, les cris des combattants, le grondement des explosions lointaines, le claquement aigu des tirs de fusil traversant l'air humide. Il régula sa respiration, visa la silhouette qui se déplaçait entre les arbres et appuya sur la détente. L'arme gronda, un son qui fit dresser les poils sur sa nuque. Puis, avec un sentiment de malaise au creux de l'estomac, il vit des dents jaillir, volant en un large arc. Il cligna des yeux. Elles volaient, semblables à des éclats d'obus dentelés ou à des débris dentaires, plus qu'à des balles. Le soldat regarda avec horreur les dents frapper l'arbre devant lui avec un bruit sourd, ne laissant que de petites entailles dans l'écorce. Il jura et pressa encore la gâchette. Les dents touchèrent le sol devant les guérilleros. Ce n'était pas suffisant, pas de force, pas d'impact. « Qu'est-ce que c'est » marmonna-t-il, sa voix à peine audible dans la bataille. Il n'eut pas le temps d'y réfléchir. Un autre gorille tira, le forçant à se baisser. Les dents ne fonctionnaient pas comme des balles, mais peu importait. Il devait continuer à tirer. C'était tout ce qu'il avait. Il appuya sur la gâchette encore et encore. Des dents, encore plus de dents. Les gorilles, profitant de la faiblesse des tirs, commencèrent à charger. Ils avançaient en groupe, utilisant la végétation dense comme couverture. Il devait les retenir, et vite. « Recharge !» cria quelqu'un. Le soldat rechargeait trop lentement avec des munitions ordinaires, faute de temps. Son cœur s'emballait tandis qu'il pressait à nouveau la gâchette, chaque dent partant dans un bruit écœurant. Inefficace et inutile, mais ça marchait pour l'instant, tenant les gorilles à distance un moment. Le chaos de la bataille régnait. Des explosions secouaient le sol, projetant poussière et terre. Il vit son camarade tomber, son corps s'écrasant au sol avec un bruit sourd et écœurant. Un autre homme tomba près de lui, son arme hors de portée. « Levez-vous, levez-vous !» Le soldat cria à ses camarades tombés, ignorant s'ils l'entendaient. Il reprit son souffle, visa et appuya de nouveau sur la gâchette. Plus de dents, cette fois, elles atteignirent le gorille qu'il avait visé. Il chancela en arrière, mais seulement sous le choc. Les dents n'étaient pas mortelles, elles faisaient à peine mal. Le soldat regarda le gorille lever son arme, déterminé à riposter, mais cela suffisait juste à lui faire gagner un peu de temps. Il s'accroupit, vérifia son arme et réalisa qu'il n'avait plus de munitions. Frénétiquement, il ouvrit la chambre, espérant en trouver. Il attrapa la pochette de munitions standard à sa ceinture et tenta de recharger l'arme. Rien à faire, elle n'acceptait pas les balles normales. Il essaya de nouveau, enfonçant le chargeur plus fort, mais la chambre refusait de se fermer. Il paniquait, il releva les yeux vers la bataille. Ses camarades avaient besoin de lui, et tout ce qu'il avait, c'était cette arme ridicule qui tirait des dents. Les guérilleros approchaient, il les voyait courir, armes levées. « Allez !» cria-t-il en luttant avec l'arme. La chaleur de la bataille rendait tout flou. Son souffle était saccadé. La sueur lui piquait les yeux. Le monde autour de lui tournait. Au moment où il s'apprêtait à jeter l'arme par frustration, il vit quelque chose d'étrange. Une des dents tomba de la chambre et il se figea. Elle roula dehors, exactement comme auparavant. Il la fixa, confus, comprenant ce qui lui avait échappé. L'arme n'était pas à court de munitions, elle n'était pas cassée, elle attendait sa propre munition régénérative avant qu'il ne puisse comprendre cela. Un autre coup de feu retentit depuis les arbres et le monde s'assombrit. La bataille faisait rage autour de son corps. Finalement, les guérilleros triomphèrent. L'arme du soldat, cette étrange arme munie de dents, fut laissée sur le champ de bataille, inaperçue pendant un court instant. Mais l'un des combattants de la guérilla, les yeux rendus fous par la violence du combat, la remarqua. Il s'accroupit, ses doigts effleurant le métal froid de l'arme. Il l'avait déjà vue, dans les mains du jeune soldat. Maintenant, elle était à lui. Il la ramassa, sentant l'étrange poids de l'objet. C'était différent, rien à voir avec les fusils qu'ils utilisaient, rien à voir avec les armes qu'ils connaissaient, mais c'était tout de même une arme, et elle avait de la valeur. Il regarda la plaque d'identité du soldat, encore autour de son cou, tachée de sang. Sans hésiter, il l'arracha et la glissa dans sa sacoche comme un souvenir. Un trophée, une victoire, aussi petite soit-elle, l'arme était désormais à lui, un souvenir de la bataille remportée. Le guérillero avançait dans la jungle, l'arme en bandoulière, ressentant son poids inhabituel. Alors qu'il retournait dans son petit village caché, il avait vu les conséquences de la bataille, la destruction et les morts. La victoire avait eu un prix,
mais rien ne pouvait le préparer à ce qui l'attendait en arrivant chez lui. Alors qu'il traversait les arbres, il vit la fumée s'élever au loin. Son cœur se serra, son estomac se noua. L'air, chargé de l'odeur de la poudre et du sang, lui brûlait les narines à mesure qu'il s'approchait. Lorsqu'il arriva au village, le village avait disparu. Son cœur manqua un battement lorsque ses yeux se posèrent sur les corps étendus dans la poussière. Les militaires étaient venus pour eux, comme ils le faisaient toujours. Ils avaient tout pris. Sa famille, sa maison, les enfants qui jouaient dans les champs, les anciens qui murmuraient des histoires de résistance. Sa mère, son frère, sa femme. Un chagrin pur et aigu envahit sa poitrine. Il tomba à genoux, le poids de la perte l'écrasant. C'était sa faute. Il avait mené l'attaque et amené la bataille à leur porte. D'autres soldats étaient là dehors, il paie rien pour ça. Les mains tremblantes, il attrapa son arme prise comme trophée, toujours suspendue à son épaule. Il serra l'arme fermement, le métal froid lui donnant une brève impression de contrôle, de puissance. La colère bouillonnant en lui, il pointa l'arme vers les broussailles. Dans un cri guttural et déchirant, il appuya sur la gâchette. Clic! Rien, la chambre était vide. Déconcerté, il essaya de le recharger. Pourquoi cela ne fonctionnait-il pas? Il tourna, pivota, tira sur le chargeur, mais il refusait de bouger. Frustré, il ne remarqua d'abord pas la sensation étrange, mais en y regardant de plus près, il vit que quelque chose changeait. La chambre de l'arme était humide, et à l'endroit où les balles auraient dû se trouver, il y avait des dents. Il fixa les dents irrégulières qui se formaient, c'était de la folie. C'était absurde, mais cela n'avait plus d'importance. La gravité de la situation le frappa. Il baissa l'arme, ses mains tombant le long du corps. Il n'avait plus la force de lutter. Le monde lui avait tout pris, l'arme, les dents, la douleur. Tout cela semblait une mauvaise blague. Tout ce qu'il pouvait faire était de rester là, engourdi, tandis que l'arme gémissante dans ses mains continuait de produire ses munitions mortelles. Il n'y avait plus aucune raison de rester, la guerre lui avait tout pris. Le guérillero quitta le village, le cœur aussi vide que l'endroit qu'il appelait chez lui. L'arme était toujours avec lui, accrochée dans son dos comme un trophée maudit, un rappel cruel de la violence qu'il avait choisi d'embrasser. Il quitta la jungle et traversa des rues autrefois animées par la résistance, désormais témoin silencieux de la destruction. Il ne restait plus rien pour lui en Argentine, rien d'autre que des fantômes, alors il est parti. Il a emballé ce qu'il pouvait, quittant discrètement le pays, loin du conflit qui avait tant emporté. Il est parti au nord vers un lieu qui promettait la paix. Vers les États-Unis, un pays dont il avait entendu parler, jamais vu. Peut-être que là-bas, pensait-il, il pourrait recommencer sa vie. Le guérillero est arrivé aux États-Unis avec seulement ses vêtements et son arme en bandoulière. Le monde était différent ici, étrange et inconnu, mais pour lui, ce n'était qu'un autre endroit où il pouvait se cacher. Il ne courait pas vers quelque chose, il fuyait la guerre, les visages des morts, les cris de sa famille. Et peut-être, pensait-il, qu'il pourrait laisser le passé derrière lui, peut-être que cette nouvelle terre l'oublierait. Tout comme il espérait oublier les horreurs auxquelles il avait assisté, le combattant de la guérilla trouva une petite ville tranquille, nichée dans un coin oublié du monde. Il loua une petite chambre dans un immeuble délabré, à peine assez d'espace pour lui. Sans parler des souvenirs qu'il gardait pour lui, il évitait les voisins et ne parlait jamais. Les jours se confondaient les uns avec les autres. Il essayait d'oublier les visages, le sang, la chaleur de la jungle, la puanteur de la mort. Mais c'était toujours là, tapis juste sous la surface. La solitude devint sa seule compagne. Son arme trophée, avec ses dents, resta à ses côtés comme un rappel malade et tordu de tout ce qui avait été perdu. Il la gardait cachée la plupart du temps, mais elle était toujours là, toujours en attente. Avec les années, la paranoïa du combattant de la guérilla s'accrut. Le monde, jadis lieu de révolution et de guerre, ressemblait désormais à un compte à rebours. Le temps était compté. L'homme est devenu obsédé par l'idée de survie. Il ne suffisait pas de vivre, il fallait être prêt pour ce qui allait arriver. La mentalité de survivaliste s'est emparée de lui. Il a fait des réserves de tout, des boîtes de conserve, de l'eau, des flacons de médicaments et des armes. Sa petite chambre est devenue une forteresse de provisions, empilée de boîtes et de caisses, comme un fou se préparant à l'apocalypse. Il a accumulé des armes, un mélange de tout ce qu'il pouvait trouver, de vieux fusils, des pistolets, des couteaux, des outils, tout ce qui pouvait l'aider à survivre. Quand le monde s'effondrerait, il était convaincu que cela arriverait un jour, le chaos reviendrait. Il l'avait vu,
Il l'avait vécu, il l'avait ressenti jusqu'aux os, et il serait prêt. Chaque jour, il contrôlait ses réserves, renforçait la sécurité autour de ses fenêtres barricadées et regardait les infos. Tout là-dehors semblait le confirmer. Le monde s'effondrait, des émeutes dans les rues, des gouvernements au bord de l'effondrement. Tous les signes étaient là. Il n'avait pas de famille, pas d'amis, seulement ses provisions, ses armes, et l'arme avec les dents, une relique d'une époque dont il ne pouvait pas se détacher. Les années ont laissé des traces, ses cheveux ont blanchi, sa peau s'est relâchée, son corps est devenu frêle, mais son esprit est resté aussi vif que jamais. Mais la solitude pesait sur lui. Il refusait d'affronter son traumatisme, d'examiner les dents, de se souvenir des visages de ses camarades tombés ou de la famille perdue dans les flammes de la guerre. Il ne pouvait plus faire la différence entre les cauchemars et la réalité. Chaque recoin de sa petite existence isolée était consumé par la peur de ce qui allait arriver ensuite. Le monde extérieur passait sans lui. Les voisins allaient et venaient, leurs voix et leurs rires filtrant à travers les murs, mais lui restait silencieux. Il n'avait pas besoin de contact humain, il se préparait au pire. Son cœur s'emballait la nuit, alors que tout dormait paisiblement. Il vérifiait les verrous de ses fenêtres, les boîtes de conserve empilées, l'arme aux dents toujours à portée de main. Le temps passait. Mais pour lui, ce n'était qu'une longue journée sans fin. L'avenir arrivait, mais il ne pouvait pas l'affronter. La peur était tout ce qui restait, et puis un jour, la fin est arrivée. Son corps, frêle et vieillissant, a lâché. Personne n'a remarqué sa disparition. Les voisins poursuivaient leur vie, ignorant cet homme resté à l'écart durant des années. Plusieurs jours se sont écoulés avant que quelqu'un ne prenne la peine de s'enquérir de lui. On l'a retrouvé seul dans sa chambre, entouré de provisions et d'armes. Tout cela n'avait plus de sens au final. Et à côté de lui, toujours dans sa main froide et raide, se trouvait l'arme à dents, attendant encore. Cette vie étrange et isolée n'avait attiré l'attention que lorsque l'ATF et le FBI ont été informés du vaste arsenal découvert chez lui. À leur arrivée, les autorités ont découvert une scène étrange et inquiétante. Des boîtes de nourriture empilées dans les coins, des armes entassées comme un trésor en désordre et des papiers éparpillés au hasard sur le sol. Les agents ont traversé l'amas en silence, répertoriant tout ce qu'ils pouvaient trouver et marquant les armes avec des étiquettes officielles. L'un d'eux tomba rapidement sur quelque chose qui le fit s'arrêter net. Glissé entre un fusil rouillé et une boîte de chargeur, il trouva le MP5K PDW avec sa chambre étrange et dentelée. Les dents, qui le fixaient, brillaient dans la lumière tamisée, ressemblant à des dents humaines, anormalement dentelées, comme si quelqu'un les avait intentionnellement enfoncées dans la chambre. L'officier sentit son estomac se nouer, un malaise s'insinuant dans sa poitrine. Ce n'était pas une arme à feu ordinaire. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» marmonna-t-il à voix basse, faisant tourner l'arme dans ses mains, incertain d'être intrigué ou horrifié. Il appela son partenaire. Ils l'examinèrent, mais aucun ne comprenait ce qu'ils voyaient. Personne au service n'avait vu cela auparavant. La rumeur sur cette arme étrange s'est vite répandue, alertant rapidement la fondation SCP. Les agents sont arrivés discrètement, comme toujours, leur présence à peine remarquée au milieu de l'enquête en cours. Ils se sont déplacés rapidement, leurs yeux entraînés scrutant leur collection à la recherche de tout ce qui sortait de l'ordinaire. Et lorsqu'ils sont tombés sur le MP5K PDW avec les dents, ils ont su qu'ils avaient trouvé quelque chose d'important. Leur entraînement leur avait appris à détecter de telles anomalies. L'arme était non seulement inhabituelle, mais aussi anomale. À première vue, SCP-127 semble être un pistolet mitrailleur MP5K PDW standard, ce qui ne serait rien d'extraordinaire. Cependant, après une analyse plus approfondie, il a été révélé qu'à part son extérieur en acier et en polymère, l'ensemble de l'arme à feu est organique et vivante. Cette nature vivante n'est pas immédiatement évidente, mais ses composants biologiques sont présents dans chaque partie fonctionnelle de l'arme. L'un des aspects les plus frappants de SCP-127 est sa munition, qui semblait au départ être des dents ressemblant à celles d'un humain. Les analyses ADN de ces projectiles ne correspondent à aucune espèce terrestre connue. Elles sont totalement uniques, étranges par leur forme, leur composition et leur origine. Le SCP-127 possède 2 modes de tir distincts, semi-automatique et entièrement automatique, avec un gémissement audible lors du passage d'un mode à l'autre. Le chargeur de l'arme contient généralement 60 coups et une fois vidé, il faut environ 3 à 5 jours pour que les munitions se régénèrent complètement. Les tentatives de retirer le chargeur ont échoué, car il semble être intégré de façon permanente à l'arme.
Bien que le SCP-127 ne semble pas posséder d'organes reproducteurs, comme l'ont montré les scanners, il nécessite de l'eau, du calcium et des protéines pour rester fonctionnel et maintenir ses composants biologiques. On ne sait pas comment ni pourquoi ces matériaux sont nécessaires, mais ils semblent essentiels à son fonctionnement continu. Bien qu'il ne présente pas de danger immédiat supérieur à celui d'une arme à feu ordinaire, ses propriétés inhabituelles exigent un confinement spécifique. Il doit être rangé dans le casier d'armes 7C lorsqu'il n'est pas utilisé et conservé en suspension dans une solution riche en calcium et protéines pour préserver ses composants organiques. Seule l'équipe de recherche affectée à SCP-127 est autorisée à y accéder et toutes les interactions avec l'anomalie doivent être soigneusement surveillées.